Bonjour à tous, bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. Et bonjour à toi Catherine, comment vas-tu ? Bonjour Marine, je vais très bien, merci. J'ai ma petite pile de livres à côté de moi et je suis prête à commencer. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 4e épisode. On va faire un peu le grand écart avec ce numéro, avec des sujets d'actualité et de société, et un roman et une BD plus léger. Allez, c'est parti. Et on entre dans le vif du sujet avec Apeirogon, le roman de Colum McCann, paru aux éditions Belfond, qui s'intéresse au conflit israélo-palestinien. Dans ce roman, Colum McCann s'inspire de faits réels. C'est l'histoire de deux pères, Bassam et Rami. L'un est palestinien, l'autre est israélien. Et ils ont tous les deux perdu leur fille à cause du conflit qui oppose les deux peuples. Mais plutôt que de choisir la vengeance et la haine, les deux hommes décident de se battre pour la paix en partageant leur histoire et en militant pour la fin de l'occupation. Alors c'est un roman qui est vraiment construit sous forme de puzzle. Chaque pièce s'imbrique petit à petit. Moi j'avais déjà lu « Et que le vaste monde poursuive sa course folle » il y a quelques années. D'ailleurs, petite parenthèse, mais c'est un livre que j'avais adoré et que je conseille absolument à tout le monde. Et c'est vrai que dans ce roman, Colum McCann utilisait déjà ce type de procédé. Après, cette fois, avec Apeirogon, il le pousse vraiment à l'extrême. Chaque chapitre donne un élément pour comprendre l'histoire. Je dis chapitre, mais en fait, je sais même pas si on peut vraiment les appeler comme ça, parce que certains n'en font qu'une phrase, voire qu'un mot, voire qu'un espace vide ou une photo. Enfin, vraiment, il y a toute une création autour de la narration et chaque élément se relie les uns aux autres pour nous amener à une histoire complète. C'est un peu à nous de faire le travail, de tout remettre dans l'ordre. Moi, j'ai trouvé que cette technique était hyper intéressante et surtout, elle était très efficace. Ça m'a beaucoup plu et puis j'ai trouvé que aussi c'était très original. J'ai pas lu beaucoup de livres qui étaient aussi décousus. Et en même temps décousu, mais pourtant on ne s'y perd pas, on arrive à suivre. Bon, il faut quand même s'accrocher et je pense qu'il faut le lire assez rapidement sans trop laisser de temps parce que sinon on peut s'y perdre. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit qu'ils s'y étaient perdus. Moi, pas du tout. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, cette forme de narration. J'ai, au contraire, plutôt réussi à bien m'accrocher. Donc voilà, c'est une façon assez originale et très intéressante. Contrairement à toi, moi j'ai découvert Colum McCann avec ce roman parce que j'avais jamais lu encore un de ses livres. Et c'est vrai qu'au début j'ai eu un peu peur que le style me fasse décrocher parce que il y a beaucoup de digressions philosophiques, historiques. Au début on nous parle d'oiseaux, on nous parle de François Mitterrand. On ne sait pas trop finalement où l'auteur veut en venir. Mais comme tu dis, au final tout finit par faire sens petit à petit et les chapitres et les anecdotes se lient entre eux et finalement c'est très addictif cette construction. Je pense qu'en effet, comme tu dis, il faut le lire d'une traite, faut pas s'arrêter parce que sinon ça va être difficile de suivre vu que les événements s'enchaînent mais pas de façon chronologique. Ils sont tous liés entre eux, il y a quand même un fil conducteur, mais il faut quand même être super concentré pour accrocher les wagons. Donc voilà, on peut comprendre que ça en ait rebuté certains. Oui, après, si on s'accroche, on arrive bien à raccrocher les wagons, comme tu dis, ouais. Et il n'y a pas de souci. Après, moi, il y a un truc que j'ai adoré dans ce bouquin, c'est que c'est vraiment un magnifique plaidoyer pour la paix. Il y a 2 récits centraux qui sont d'ailleurs au cœur du roman, pile au milieu du roman, qui sont les 2 récits donc de chaque père qui racontent leur histoire et la mort de leur fille. Et c'est vraiment des récits très poignants. C'est les 2 seuls chapitres longs qui font chacun plusieurs pages. C'est vraiment le seul moment où Colum McCann prend le temps de raconter et reste sur une même histoire. Et donc, ça lie vraiment tout le reste et ça ne donne que plus de force à ces 2 récits. Le conflit israélo-palestinien, c'est quelque chose qu'on suit depuis toujours. Enfin, pour nous, en tout cas, vu nos âges, voilà, on a toujours suivi chaque évolution de ce conflit. On a l'impression que c'est toujours là, que ça ne se résoudra jamais. Et c'est vraiment intéressant de voir ces approches complètement différentes du conflit. C'est des voix pour la paix, c'est des voix qu'on entend finalement peu dans ce conflit. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une bouffée d'air frais et d'optimisme. Quand on lit ce roman, on se dit peut-être qu'il y a une solution et qu'il faudrait juste écouter ces voix-là qui existent mais qu'on entend peu.
Évidemment, ça résonne d'autant plus aujourd'hui parce que il y a à peine un mois et demi, on était à nouveau dans une flambée de violence entre Israéliens et Palestiniens. Et du coup, on se dit, mais il y a peut-être des solutions. Et donc, je trouvais que lire ce roman à ce moment-là est tombé bien peut-être, ou en tout cas, voilà, donner un peu d'espoir. Moi, c'est vrai que je suis un peu comme toi. Moi, mon passage préféré, ça a vraiment été les 2 plaidoyers de Bassam et Rami au milieu du livre. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'à ce niveau de la construction, c'est aussi très intelligent de la part de l'auteur parce qu'au final, les chapitres sont numérotés de 1 à 500 jusqu'au milieu du livre. Ensuite, on a ces 2 plaidoyers et de nouveau, les chapitres sont numérotés cette fois-ci de 500 à 1. Donc voilà, tout finalement nous ramène à ces 2 plaidoyers, à ce cœur du roman. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment super émouvant. J'en ai presque pleuré. D'ailleurs, j'étais un peu dégoûtée parce que je me suis retrouvée à lire ce passage. J'étais dans les transports en commun et j'avais la larme à l'œil. Et en fait, vraiment, j'ai un conseil. Si vous lisez le roman et que vous arrivez au milieu, arrêtez-vous, attendez d'être chez vous et lisez ce passage tranquillement avec des mouchoirs à côté de vous parce que franchement, le bus ou le métro, c'est pas top. C'est vrai que c'était hyper émouvant. C'était super émouvant. Ouais. Vraiment, enfin voilà, on sent toute l'émotion, tout l'espoir et en même temps, voilà, tout ce qui fait que ce conflit finalement touche des générations et des générations depuis des dizaines d'années. Moi, j'ai trouvé que c'était un livre qui était finalement très philosophique. On apprend beaucoup de choses aussi. J'ai adoré toutes les anecdotes historiques. On se dit, ah tiens, ça, je savais pas que ça s'était passé comme ça, ou pourquoi ça s'est passé comme ça. On apprend beaucoup de choses finalement sur les conflits de façon générale, sur la guerre. Et bien sûr, tout pousse à se demander pourquoi la guerre, à quoi est-ce que tout cela rime, pourquoi il y a des gens qui ont intérêt à ce que les peuples se détestent. Donc voilà, un roman que je trouve nécessaire. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'Apeirogon est vraiment nécessaire et fort. Ça donne une autre vision du conflit israélo-palestinien. Ça permet aussi d'humaniser ce conflit, de le voir au niveau des gens qui le vivent, qui le subissent. Moi, je trouve qu'on ressort de cette lecture d'Apeirogon avec une bouffée d'optimisme. Il faut juste espérer que cet optimisme puisse se transformer en réalité. On enchaîne avec un autre auteur irlandais, John Boyne. Marine, tu vas nous parler de Il n'est pire aveugle aux éditions J.C. Lattès. C'est un roman sur la pédophilie dans l'Église catholique irlandaise. Et c'est donc l'histoire de Odran Yates, un prêtre catholique irlandais qui s'engage dans les ordres après un drame familial. L'histoire débute au début des années 70 et à cette époque, les prêtres sont clairement adulés par la société. Ils font office de psy, de conseillers conjugaux, de référents, d'enseignants. Mais tout bascule quand le scandale des prêtres pédophiles éclate au grand jour. Odran Yates va évidemment faire les frais de ce scandale sur lequel il a volontairement fermé les yeux. C'est un roman qui s'étale sur une période allant des années 70 au début des années 2010. Et John Boyne nous raconte donc l'histoire de ce prêtre, Odran Yates, qui voit petit à petit son monde s'écrouler, la société évoluer, mais c'est surtout en fait un roman sur le poids du silence. Je l'ai complètement dévoré, j'ai enchaîné les phrases, les chapitres. C'est ultra addictif parce que évidemment l'auteur joue sur les non-dits et on brûle de comprendre ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a mené à cette histoire. À travers le récit de John Boyne, on sent finalement toute la déception, toute la colère face à ces actes horribles et surtout face à tous ces hommes d'église qui savaient mais qui n'ont rien dit. Et finalement, ça va du prêtre jusqu'au Vatican. On se rend compte que ça implique toute la hiérarchie de l'Église catholique. Et alors se pose la question de la culpabilité. Est-ce que ceux qui savaient et qui se sont tus sont aussi responsables que les coupables ? Exactement, et finalement c'est un peu tout le dilemme du héros et donc à travers lui le nôtre, puisqu'on se dit, voilà, cet homme qui savait plus ou moins ce qui se passait dans les églises, dans les écoles, etc., a choisi de fermer les yeux, de se boucher les oreilles, de faire abstraction de tous les éléments qui pouvaient lui indiquer qu'il se passait quelque chose de finalement dramatique, et il a choisi de se taire pour se protéger, pour protéger ses prêtres qui sont ses collègues, ses amis, les gens avec qui il a passé énormément de temps au séminaire, par exemple, des gens avec qui il est très proche. C'est un portrait qui est assez cruel, je trouve, de la société irlandaise, cette société qui est ultra conservatrice, qui baigne dans l'hypocrisie, la misogynie, qui craint et qui respecte les prêtres un peu comme les représentants de Dieu sur terre.
et qui en même temps refuse clairement de voir ce qui se passe entre les prêtres et ses enfants. Et donc du coup, toute la force de l'écriture vient de ces sous-entendus, des actes horribles qui ne sont jamais évoqués et de l'aveuglement exaspérant du père Yates. Parce que ce héros, il en devient exécrable. On se dit, c'est pas possible d'être aussi naïf. Pourquoi finalement il parle pas ? Pourquoi il va pas voir la police ? Pourquoi il se bouge pas, tout simplement ? Et donc ça en fait à la fois un héros et un anti-héros. Et cette dualité, elle est géniale. Elle nous confronte, nous, à nos propres réflexes. Qu'est-ce qu'on ferait face à cette situation ? Comme on le dit, tout n'est jamais noir ou blanc. Donc, comment choisir ? Que dire ? Etc. Et moi, j'ai trouvé ce personnage vraiment génial. Et tous les personnages, de façon générale, sont extrêmement touchant parce que très loin d'être manichéen. Et puis là, on parle vraiment d'un sujet de société qui a ébranlé l'Irlande. Quand je t'entends là, ça me fait beaucoup penser à un autre scandale d'ailleurs lié aussi à l'Église catholique qui avait aussi ébranlé l'Irlande, qui est celui des sœurs Madeleine, ces jeunes femmes tombées enceintes hors mariage et qui étaient un peu prises en main par des bonnes sœurs dans des couvents, à qui on a très souvent, enfin pratiquement tout le temps, retiré les enfants. Beaucoup d'enfants d'ailleurs sont morts de mauvais traitements, etc. On a notamment trouvé des fosses communes près de certains couvents. D'autres ont été donnés à l'adoption contre le gré de leur mère. Et puis, je ne sais pas si tu as vu ce film, les Magdalena Sisters de Peter Mullan, ou Philomena, qui parlait aussi de ça. Non, moi je les ai pas vus, mais tu m'en avais parlé et j'ai très très envie de les voir, surtout après avoir lu ce livre. Ouais, c'est vraiment des films très beaux et très forts, très durs aussi, mais qui relatent un peu toute cette histoire. Donc là, c'est les bonnes sœurs, c'est pas les prêtres, mais quand le scandale a éclaté, ça a vraiment ébranlé la société irlandaise qui était très catholique, et ça a, je crois aussi, beaucoup ébranlé l'église irlandaise. Et c'est vrai que ça a des retentissements encore aujourd'hui, parce que en janvier 2021, donc il n'y a pas si longtemps, le Premier ministre a présenté ses excuses par rapport à ces femmes dans les couvents Madeleine. Et c'est vrai que on a vraiment vu la différence par rapport au poids de l'Église en Irlande aujourd'hui par rapport à cette époque. Et d'ailleurs, c'est quelque chose dans le livre qu'on voit très bien, cette espèce de bascule, par exemple au début, donc toute la période années 70-80, où finalement les prêtres sont adulés, les habitants sont très révérencieux vis-à-vis d'eux, ils sont aux petits soins, dès qu'ils voient un prêtre, ils cherchent finalement à se faire bien voir de lui, parce que se faire bien voir d'un prêtre, c'est remplir son devoir de bon croyant, de bon catholique, etc. Et on voit qu'à partir du moment où le scandale éclate, là, c'est le retournement complet. Alors, par exemple, on prend le père Odranietz qui, lui, refuse de s'habiller en civil en dehors de son école, qui continue de porter la soutane malgré tout au quotidien et qui se fait constamment insulter, cracher à la figure. Il se fait insulter de pédophile. Donc, on se doute quand même que pour les prêtres et pour l'Église catholique en Irlande, ça a dû être très très dur d'avoir à affronter cette image immonde autour de la pédophilie. Et voilà, et c'est quelque chose dans le roman qui est très très bien marqué et très très intéressant aussi autour de cette histoire. Et puis aussi une grosse remise en question qu'il a fallu faire de la part de l'Église catholique. Exactement. Et d'ailleurs, on voit après toutes les précautions qui ont été prises et qui sont parfois extrêmes. On se dit, donc là, désolé, je spoil, coupez si vous voulez pas entendre, mais c'est un passage du livre qui m'a beaucoup marqué. On voit par exemple à un moment le père Yates qui est avec les enfants de chœur et qui est accompagné par un père de famille. Et ce père de famille veut aller aux toilettes, donc ce qui fait que le père Yates se retrouverait tout seul avec les enfants de chœur. Et c'est interdit par l'Église. L'Église a mis en place de telles restrictions qu'un père ne doit pas être seul avec les enfants et donc il doit accompagner le père de famille jusqu'aux toilettes pour éviter de se retrouver tout seul avec les enfants, et il ne pourra revenir avec eux dans la même salle qu'une fois que le père de famille sera rentré également. Donc voilà, c'est une situation qui nous paraît complètement absurde. On se dit là, c'est vraiment extrême, mais ça veut dire à quel point cet événement a été traumatisant pour l'Église catholique. Donc finalement, en conclusion, moi, un roman que je vous conseille, même si le sujet est dur, c'est un portrait violent de la société irlandaise et de la religion catholique. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu ce livre, ou même si vous avez d'autres romans de John Boyne à nous conseiller, on est preneuse. Dans un genre beaucoup plus léger, on va vous parler du roman Les livres d'Emmett Farmer de Bridget Collins. Catherine, tu l'as lu dans la version originale sous le titre The Binding.
Pour vous résumer, c'est l'histoire d'Emmett Farmer qui, après une maladie mystérieuse, quitte sa famille et sa ferme pour devenir apprenti enlivreur, un art ancestral et redouté proche de la magie. Car dans ses ouvrages, Emmett recueille les mémoires de ses clients. Qu'ils veuillent oublier un moment difficile de leur vie ou cacher un secret, un enlivreur leur permet de s'en décharger dans les pages d'un livre. Plus de souvenirs et donc plus de douleurs liées à ce souvenir. Mais que se passe-t-il quand vous découvrez votre nom sur un de ces volumes ? Alors, roman très mystérieux. On a même d'ailleurs l'impression nous-mêmes d'avoir enfermé des souvenirs dans un livre et de les redécouvrir petit à petit à chaque page. Moi, j'ai beaucoup aimé la façon dont Bridget Collins avait construit son récit, justement pour créer cet effet-là. C'est en 3 parties. On a une première partie où on s'y perd un peu. J'avoue que moi, j'ai dû m'accrocher un petit peu au début pour rentrer dans le livre parce que on comprend pas bien ce qui se passe, où on est, un peu comme si il nous manquait des éléments de mémoire pour tout comprendre. Après, on a une deuxième partie en flashback et enfin une troisième partie qui est racontée du point de vue d'un autre protagoniste. Je trouve que ça marche très bien. Tout devient de plus en plus clair au fur et à mesure de la lecture. Un peu comme si nous aussi, on retrouvait la mémoire. On est dans un univers entre magie et gothique. Et j'ai trouvé que Bridget Collins avait vraiment très bien créé cette ambiance dans son récit. On est complètement plongé dans cette atmosphère d'un monde moyenâgeux où les mémoires peuvent être enfermées dans les livres. Il y a un côté fantastique qui fonctionne très bien et en même temps qui semble totalement naturel. On se prend vraiment au récit et on a vraiment envie de retrouver cette mémoire. Alors moi, c'est vrai que quand tu m'en parles, ça me fait vraiment penser à La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern. On en avait parlé dans le tout premier épisode. Ouais. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on retrouve un peu ce principe autour des livres, d'une mémoire des livres et de l'objet livre aussi. Et quand tu m'en as parlé, j'ai tout de suite pensé à ce roman. On retrouve un peu ça, en effet, dans The Binding. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose qu'on retrouve dans La mer sans étoiles, qui est le rapport au livre. Dans The Binding et dans Le monde d'Emmett, les vrais livres, c'est ceux qui renferment les souvenirs des gens. Ils sont considérés comme inquiétants, dangereux. Certains disent que c'est de la sorcellerie, mais aussi d'autres s'y perdent, en consomment un peu comme une drogue. On va se plonger dans les mémoires des gens, dans ces livres. Et puis à l'inverse, il y a des contrefaçons qui sont apparues, qui ne sont pas des vrais souvenirs, mais des inventions. Et c'est ce qui va devenir les romans. Ça, j'ai trouvé ça vraiment amusant. C'est vrai que c'est marrant comme principe, ouais. Voilà, d'avoir cette origine du roman un peu. Les vrais livres auraient disparu et puis on serait resté sur les romans qui coûtent beaucoup moins cher à faire quand même et qu'on peut faire à la chaîne et en très grand nombre. Et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé cette imagerie du livre. On est dans une sorte d'origin story du roman. Ouais. Et du coup, Bridget Collins utilise cette façon de nous raconter son histoire pour montrer un peu l'importance des récits, la force que peut avoir une histoire. Et c'est un truc qui m'a beaucoup plu. Moi, c'est vrai que je suis un peu comme toi, j'aime beaucoup les livres qui parlent de littérature, comme les films qui parlent de cinéma. Ouais. C'est vrai que c'est assez récurrent, parce que généralement, les auteurs et les réalisateurs aiment bien ce principe un peu de mise en abîme. Mais je trouve que voilà, c'est super intéressant. Tout de suite, ça nous accroche un peu plus, et puis on voit où ils veulent en venir. On voit que, en effet, ça fait référence. Enfin, c'est à la littérature et tout. Je trouve ça chouette comme idée. Oui, c'est un truc qui est vraiment agréable dans la lecture. Et puis, c'est pas que une question de narration. Les enlivreurs, ils font aussi un travail très artistique et artisanale sur la forme que va prendre chaque livre, chaque objet livre. Notamment dans le roman, une des premières choses que Emmett apprend, c'est d'abord comment relier les pages entre elles. Et d'ailleurs, binding en anglais, c'est aussi la reliure d'un livre. Donc vraiment, on a cette image aussi de l'objet livre. Il apprend comment faire une belle couverture, comment relier les papiers entre eux, comment utiliser le cuir, etc. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'a particulièrement touchée parce que on en avait aussi parlé lors du premier épisode, mais je suis très sensible à l'objet livre, à la façon dont les livres sont présentés, des belles couvertures, la présentation, une belle reliure. Pour moi, ça a aussi énormément de poids dans mes choix de livres. Donc c'est vrai que c'était vraiment intéressant de le voir comme ça. Et puis après, il y a autre chose que j'ai bien aimé, alors complètement différent, mais c'est un roman aussi qui aborde l'homosexualité de façon très décomplexée. J'en dirai pas beaucoup plus parce que je veux pas non plus tout vous gâcher, même si, bon, franchement, on s'en doute très vite. Je trouve que dans ce genre de romans, qui sont entre mystère et fantaisie, c'est des romans qui sont quand même assez calibrés. On y retrouve souvent le même genre d'éléments, le même genre de héros, d'anti-héros, etc. Et là,
Je trouvais qu'on avait une approche un peu différente, qui est vraiment la bienvenue. C'est plus ouvert et finalement, c'est très appréciable. Moi, je me demande si c'est pas aussi une tendance qu'on retrouve de plus en plus finalement dans le fantastique, parce que s'ouvrir aux communautés LGBT, par exemple, Samantha Shannon le fait très bien dans Le Prieuré de l'Oranger, dans The Bone Season, Erin Morgenstern, encore une fois, dans La Mer sans étoiles. Donc je pense que c'est peut-être une tendance dans la fantasy de s'ouvrir un peu à d'autres communautés et montrer plus de diversité, ce qui est super chouette quand même. Oui, c'est vraiment une bonne tendance, je pense. Ouais, je trouve aussi. Voilà, écoutez, si vous cherchez un roman original entre mystère et fantasy, moi je vous conseille The Binding ou les livres d'Emmett Farmer si vous préférez la VF. Et je pense que ce sera parfait pour les vacances. Pour finir, on va vous parler de notre BD du mois et aujourd'hui, ce sera Les Indes fourbes d'Alain Hérol et Juanro Guarnido, paru aux éditions Delcourt. Pablo de Ségovie vit en Castille, dans l'Espagne du siècle d'or. Il est élevé par une famille de filous et devient, plus ou moins malgré lui, un aventurier sans le sou. Une véritable fripouille. Des rêves de gloire plein la tête, il part à la recherche de l'Eldorado dans ce qu'on appelait encore les Indes. Mais méfiez-vous, le personnage ne manque pas de ressources et d'imagination pour arriver à ses fins. Pour tout vous dire, moi c'est une BD que j'ai lue il y a 1 an à peu près et j'avais adoré. Je l'ai conseillée à tout le monde, à mes parents, à mes beaux-parents, à mon copain, tout le monde l'a lu. En fait, pour tout vous raconter un petit peu, il s'agit de la suite du roman La vie de l'aventurier Don Pablos de Ségovie qui a été écrit par Francisco de Quevedo, qui est un auteur espagnol du XVIIe siècle. Cet auteur avait donc annoncé un 2e tome qu'il n'a jamais écrit et Guarnido et Hérol s'y sont attelés. Ils ont mis 5 ans pour venir à bout du projet et franchement, quand on a la BD entre les mains, on se dit même que finalement ils ont été plutôt rapides vu la taille de la BD. Donc ça fait 160 pages, elle est très grande, les dessins sont juste magnifiques. En fait, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Ne serait-ce que pour les illustrations de Guarnido qui sont très détaillées, pleines de couleurs, c'est ultra riche. Moi, j'ai trouvé que c'était superbe et en plus de ça, le scénario est génial. L'intrigue est complexe, super bien ficelée et du coup, on termine la BD. Je sais pas si ça t'a fait ça aussi, mais moi, j'ai eu envie de la relire pour finalement déjouer tous les pièges qui avaient été tendus par les auteurs et dire ah oui, donc du coup, à ce moment-là, c'était pour ça qu'il se passait ça, etc. Et c'est vraiment en fermant le livre, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, j'ai la même chose. Ah oui, parce que c'est vraiment, c'est une fripouille, donc il nous raconte des choses et c'est un menteur et un affabulateur. Et du coup, après, on a envie de relire en sachant ce qu'on sait pour voir s'il y avait moyen de ne pas se faire avoir. Quoi. Exactement. Je pense qu'il n'y avait pas moyen. Non, c'est fait exprès, ils sont beaucoup trop doués pour ça. Et finalement aussi, on voyage beaucoup parce qu'on passe de l'ancien au nouveau monde, de l'Espagne de Velázquez aux paysages vraiment incroyables de l'Amazonie. Dans la BD, il y a d'ailleurs des doubles pages qui sont magnifiques avec des décors qui sont incroyables. Ah oui, en fait, j'allais te parler de cette double page. C'est des tableaux, on est d'accord. Oui. Vraiment, quand on ouvre, on se dit waouh, c'est génial. On a le paysage devant nous, c'est superbe. Et en plus de ça, c'est drôle. C'est une aventure qui est passionnante, qui est malicieuse. Et la fin, c'est juste un twist génial qui explique entre autres la superbe illustration de la couverture qui rend hommage à un autoportrait de Velázquez. Donc évidemment, moi je vous conseille d'aller voir, de feuilleter cette BD pour se rendre compte ne serait-ce que du travail incroyable des illustrations. Ouais, je suis d'accord, c'est un très très beau travail d'illustration et d'écriture d'ailleurs. Moi je l'ai lu avec énormément de plaisir cette BD. Pour tout vous dire, je l'ai lu un jour où c'était très calme au travail. Alors, je devrais peut-être pas le dire dans ce podcast, mais bon, voilà, j'avais pas beaucoup de travail, j'avais du temps et en fait, je l'ai dévoré en une journée et je me suis énormément amusée. J'ai eu du mal parfois à me retenir d'éclater de rire au milieu de la rédaction, ça fait pas très sérieux. Ça m'a vraiment beaucoup fait rire. On se laisse complètement prendre par le récit des aventures de notre héros fripouille dans sa quête de l'Eldorado. C'est un menteur et on aime en fait se laisser avoir par ce personnage, par ses manipulations, par ses affabulations. Chaque revirement de l'histoire est une bonne surprise et il y a un côté très extravagant qui est vraiment un vrai plaisir, c'est un super divertissement. Oui, c'est ça. Moi, vraiment, pour tout vous dire, c'était un de mes coups de cœur BD de l'an dernier. Et vous, alors, je ne sais pas si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Je sais que c'est une BD qui est sortie il y a déjà un petit moment, donc je pense qu'elle est déjà passée entre beaucoup de mains. D'ailleurs, elle a eu aussi énormément de prix, notamment le prix des libraires de bande dessinée 2020 au Festival d'Angoulême, ce qui est quand même un petit... C'est pas rien.
Voilà, signe qu'on peut y aller. Donc oui, si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et si vous ne l'avez pas encore lu, c'est vraiment le moment de vous y mettre. Sans hésiter. Cet épisode du Bruit des pages touche à sa fin. Voilà quelques lectures plus ou moins légères à emporter dans vos valises pour les vacances. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé des livres dont on vous a parlé aujourd'hui sur notre Instagram, lebruitdespages.podcast ou sur notre blog. Et comme les maillots de bain, ça ne prend pas beaucoup de place dans une valise, vous pouvez aussi aller voir les chroniques de Marine sur son compte Instagram Au fil des pages. Et ça vous permettra de rajouter 2-3 livres en plus dans votre sac. Et avant de vous quitter, notre petit tour de table habituel. Alors Marine, qu'est-ce que tu lis en ce moment ? Alors, je me suis lancée dans un roman jeunesse sur la piraterie, parce qu'après Il n'est pire aveugle et Apérogon, j'avais un peu besoin de légèreté quand même. Donc, il s'agit du premier livre de Marie Replin, La carte des confins, qui a été publié aux éditions Pocket Jeunesse. Alors moi, pour tout vous dire, j'étais super limite. J'ai fini Apérogon juste à temps pour enregistrer cet épisode. Du coup, je suis pile entre 2 livres. Mais là, je viens de mettre dans mon sac le dernier tome de Kuro, Un cœur de chat. C'est un manga de Suji Saku. Et ça tombe bien parce que pour le mois prochain, on vous concocte un épisode spécial chat. Et d'ici là, portez-vous bien, passez de bonnes vacances et rendez-vous à la prochaine page.